Bonjour à tous. Je vais essayer en peu de temps de vous faire découvrir un lieu que certains peut-être connaissent parce qu'ils fréquentent la Semois, parce qu'ils se baladent dans les Ardennes, parce qu'ils vont à Bouillon, mais que beaucoup de gens ne connaissent pas au niveau de l'intérieur parce que c'est toujours une abbaye. Donc l'abbaye de Cordemoy près de Bouillon. Seule l'église est accessible et encore ce n'est pas accessible en accès direct. Il faut sonner à la porterie pour pouvoir la voir. Donc les seuls moments où vous pouvez voir une partie de l'abbaye, c'est quand il y a parfois un concert ou une exposition, ce qui est assez rare. Alors l'abbaye est inscrite à l'inventaire régional du patrimoine. Elle ne fait pas partie d'un inventaire thématique. Et elle se situe, en ce qui concerne la construction, dans une zone de parc. Dans les environs, c'est une zone agricole, zone forestière. En surimpression, on est dans une zone d'intérêt paysager. Et on est dans le parc naturel de Wallonie, parc national de la vallée de la Semois, zone de développement. Vous voyez ici sur la carte IGN la boucle de Bouillon avec pointés les monuments classés se situant dans la ville. Et à votre gauche, la courbe de la Semois, donc la vallée de Cordemoy, avec le point rouge qui indique l'emplacement de l'abbaye. Alors l'abbaye, j'étais un petit peu vite, pardon. L'abbaye des Cisterciennes de Cordemoy a été érigée de 1930 à 1935. Elle est la réalisation du projet de rétablissement d'une communauté cistercienne féminine dans le sud de la province de Luxembourg. Deux monastères y étaient connus, celui de Villers-de-Vanneval, sur la commune de Florenville, avec une communauté masculine de cisterciens et dont la consécration eut lieu en 1124, et celui de Clairefontaine, près d'Arlon, avec une communauté féminine de cisterciennes dont la fondation eut lieu en 1247. Les deux abbayes ont été démembrées lors de l'occupation par le pouvoir révolutionnaire français en 1794 et les bâtiments ont été ruinés. Ces deux abbayes vont partager la même destinée inattendue de la refondation avec la réinstallation de deux communautés cisterciennes dans le sud de la Belgique et ce, sous la houlette du même initiateur, le père Marie-Albert van der Cruyssen et sous l'intervention du même architecte, Henri Vaas. Le projet de construction de l'abbaye de Cordemoy démarrera en 1929. Au début des années 1930, ils sont tous deux à la manœuvre sur les deux chantiers pour la co-refondation des deux abbayes. Ainsi, le concepteur, l'architecte Henri Vaas, né à Anvers en 1876, il était ingénieur architecte diplômé de l'Université de Louvain. Il entama sa carrière aux côtés de Paul Saintenoy et il dessina des plans de maisons particulières, d'immeubles à appartements, notamment à Bruxelles et dans les environs, ainsi que quelquefois en Wallonie. Il est rapidement concerné par les grands événements que sont les expositions internationales pour lesquelles il conçoit plusieurs pavillons. Il est par ailleurs notamment l'auteur des plans du collège cardinal Mercier de Braine-l'Alleud aux environs de 1925 et de la restauration de l'église Saint-Lambert de Bouvignes, 1924-1926, près de Dinan. J'en profite pour rappeler le bel article qui a été rédigé récemment par ma collègue Florence Pirard dans le Paris Match Belgique et qui parle de justement le collège cardinal Mercier de Braine-l'Alleud. Voici un dessin fait en 1947 par Henri Vaas et qui représente dans les grandes lignes les volumes de l'abbaye construite à partir de 1930. Ensuite, nous passons à Charles van der Cruyssen qui fut ensuite appelé Don Albert, puisqu'il devint père abbé d'Orval, et il est né en 1874. Vous le voyez ici, en première page de couverture du Pourquoi pas de 1947, comme étant présenté comme le 53e abbé d'Orval. Il est issu d'une famille de commerçants gantois et il crée en 1904 son entreprise de travaux publics. C'est lors d'une exposition internationale qu'il fait la connaissance de l'architecte Henri Vaas. Et il démarrera avec lui une collaboration intense 20 ans plus tard, puisque devenu entre-temps moine, il recevra la mission d'installer une communauté cistercienne sur le site de l'ancienne abbaye démantelée et ruinée d'Orval, dont il deviendra l'abbé en 1935. Peu de temps après l'entame de la construction d'Orval, Charles van der Cruyssen et Henri Vaas se mettront à l'ouvrage pour un autre chantier, celui de l'abbaye de Cordemoy. Le site occupé par l'abbaye de Cordemoy se trouve le long de la Semois, dans le voisinage de la ville de Bouillon et du village de Corbion.
Le bien est établi en retrait de toute agglomération sur le flanc sud de la vallée de la Semois, entre la ville de Bouillon et les sites que vous connaissez peut-être en tant que touriste, les sites de l'Épine, de Gérard Fontaine, du Pic du Diable, et à 2 pas du site classé du Tombeau du Géant. En léger surplomb, il repose sur la pente, parallèle à la crête et au cours d'eau, et face au front des vallées boisées. De l'isolement, de l'eau, donc la Semois, un environnement naturel, et les garanties techniques pour pouvoir construire font alors que toutes les conditions sont rassemblées afin de pouvoir ériger un établissement abritant une communauté cistercienne. Comme le charroi du chantier était à assurer, l'architecte envisage en 1929 la construction d'un pont sur la Semois à la sortie de Bouillon, le pont de Cordemois, ou qu'on appelle également pont de la Poulie, qui est un pont en béton, donc la structure est en béton, recouvert de moellons de grès et pierres taillées pour pouvoir liaisonner Bouillon et la rive droite et accéder à Cordemois. La pose de la première pierre de ce pont eut lieu en 1930. Un aplanissement du sol sur la totalité de l'emprise du bâtiment a été exécuté pour déblaiement, remblaiement, de manière à racheter la déclivité du terrain. Pour pallier l'instabilité de ce terrain, on enfonça dans le sol 125 puits de 10 à 12 mètres de profondeur jusqu'au rocher primitif pour y installer 125 points d'appui constitués de pieux de béton armés. Pour répondre aux besoins spécifiques du projet, la structure complète, y compris les charpentes, est montée en béton, avec remplissage en béton pour les murs à double paroi. La paroi interne en béton, est faite de béton de cendré. La façade extérieure en béton riche est travaillée à l'état frais. L'économie de l'ensemble bâti répond à la tradition architecturale des abbayes cisterciennes. On y retrouve un nucléus c'est-à-dire que je voulais pointer en fait. C'est juste pour pointer le pointeur. Oui, mais je suis revenu à ça. Excusez-moi. L'économie de l'ensemble bâti répond à la tradition architecturale des abbayes cisterciennes. Un nucléus, que vous voyez ici, de construction dominée par l'église abbatiale. L'église abbatiale se situe ici, avec le cloître en position centrale, distribuant les différents espaces réservés au monial. Le bâtiment a l'usage des retraitants, est distinct et il s'adosse à l'aile principale. Il se trouve ici. L'ensemble compte 3 niveaux et c'est au premier étage, dit aussi bel étage, que l'architecte a emménagé les lieux de vie et de prière. Dans l'espace claustral, les 3 autres ailes du cloître reçoivent les espaces de vie avec la salle du chapitre, le scriptorium, les ateliers, les parloirs, le réfectoire, les sacristies, le quartier de l'abbesse. Le rez-de-chaussée groupe la porterie, le hall d'accueil, l'accès des laïcs à l'église, l'accès des retraitants à l'hôtellerie, ainsi que des bureaux, des réserves et des ateliers. Les locaux se répartissent en carrés le long de couloirs courants autour d'une citerne d'eau. Les couloirs épousent la disposition du cloître qui se trouve à l'étage supérieur et la citerne se trouve en dessous. Donc ça, c'est le cloître extérieur, où vous voyez ce miroir d'eau en dessous duquel se trouve la citerne de réserve d'eau qui vient de la source proche. Et tout autour, vous voyez les fenêtres, là c'est le cloître intérieur. Accolée au chevet de l'église, la maison de l'aumônier, dite aussi aumônerie, se présente en retrait de l'alignement derrière un petit jardin.
Un détail d'un châssis métallique d'origine, qui est un des rares encore à subsister, malheureusement, dans les bâtiments, puisque la plupart des châssis ont été remplacés il y a quelques décennies par des châssis avec des profilés plus larges, en aluminium brun, mais les châssis d'origine, il n'y en a plus beaucoup, malheureusement. La volumétrie de l'ensemble est caractérisée par la simplification et la géométrisation des lignes et des formes. L'axe de construction est horizontal. La volonté de l'architecte semble avoir été de le rythmer avec des éléments constructifs ou factices tendus à la verticale, le tout rappelant l'ordonnance des bâtiments romano-gothiques des premiers monastères cisterciens. Je remercie un de mes collègues pour la sublime photo qu'il a faite en hiver il y a quelques années lors d'une petite randonnée dans la vallée de la Semois. L'aile principale comprend l'église et les circulations réservées aux laïcs. Alors, c'est très difficile de le montrer, mais vous avez donc l'église qui est là, ce grand vaisseau perpendiculaire aux trois autres pseudo-transepts, mais qui est parallèle à la vallée. Et pour accéder à l'église qui est au premier étage, il faut passer par un couloir ici, au premier étage, qui monte dans l'église. Donc l'aile principale comprend essentiellement l'église et les circulations réservées aux laïcs, notamment le hall et une longue galerie courant derrière la façade jusqu'à un emmarchement et l'entrée dans le bras gauche du transept. Les volumes sortant aux extrémités et au centre de la façade principale reçoivent la cage d'escalier, le hall, et ils sont perpendiculaires à la façade. Le couloir menant à l'église est interrompu à la moitié par un pseudo-transept et scandé de travées avec baies géminées et cou-siège. Vous verrez les photos par la suite. La travée centrale est sommée par le campanile, un élément travaillé en pignon émergeant de la toiture. À l'extérieur, la décoration est strictement confinée aux travées qui font saillie dans la façade principale et occupent les pignons qui les couronnent. Les deux matures à fresques ont été réalisées par des peintres belges dans un style sobre et synthétique. Le Christ en croix entouré de deux moniales que nous allons voir ici sur le pignon du clocher, de Géo de Vlaming, 1932, et la vision d'Hermesade, mais qui malheureusement est complètement délavée, n'a pas été restaurée, qui elle est de Marcel Laforêt et date de 1932 également. La façade principale est exclusivement creusée d'ogives en arc brisé ou de fenêtres sous linteau en bâtière, des baies parfois géminées, mais parfois également en triplet, parfois sous linteau mitré. Dans les autres façades, la structure en arc brisé est répétée avec parcimonie, mais pour le reste du couvent, les fenêtres horizontales sont privilégiées. La propriété est clôturée en L, côté route, donc côté vallée, côté semois, par un haut mur de clôture. Ce mur de clôture referme ainsi les espaces dédiés au jardin de l'hôtellerie, au cimetière, aux cultures, au potager, au verger et à la ferme. À l'âge d'or des néostyles, donc la deuxième moitié du XIXe siècle, début XXe siècle, les refondations d'abbayes suivent les courants néo-médiévaux. Et l'abbaye de Cordemoy fait certes une belle référence au gothique, avec ses nombreuses ogives et dans sa morphologie générale. Il apparaît toutefois que c'est l'esprit avant-gardiste qui a dominé ici. L'esthétique particulière de l'abbaye repose sur la géométrisation des lignes, tant sur la géométrisation des lignes que sur l'exacerbation des formes. Le triangle et l'ogive servent de leitmotiv. Suivant le canon cistercien, les éléments de décoration rapportés sont presque totalement absents. Le décor se confond avec l'architecture dans l'hémodénature, le soulignement des arêtes, l'habillage des volumes, la finition des surfaces ou encore les vitraux. À l'extérieur, mais surtout à l'intérieur, le blanc et le noir se retrouvent sans cesse comme faisant référence à l'habit des cisterciennes. Les autres chromatiques sont utilisées sans chatoiement, à l'exception des vitraux aux couleurs flamboyantes qui ornent le chevet de l'église. Pour les autres vitraux, pour les peintures, pour le mobilier, ce sont surtout des tons neutres ou dits naturels, ocre, beige, marron, vert, qui sont choisis. La structure, les fondations et l'ossature sont en béton armé. Sur soubassement en grès semi-appareillé, les murs extérieurs présentent la particularité d'être en béton coulé, texturé, à la boucharde et simplement peint en blanc.
Les murs intérieurs ont pour matériaux du remplissage, des dalles creuses en béton de cendré, sous une couche de peinture. Ils restent proches du langage architectural traditionnel de la région. La combinaison pierre locale et enduit peint est commune dans le sud de la Wallonie et peut avoir un rendu assez similaire à celui des bétons, tel que travaillé à l'abbaye de Cordemoy. Il semblerait que le maître d'ouvrage ait inclus la rapidité de construction dans sa réflexion. Les questions de financement restant préoccupantes, le béton armé offrait aussi une option de travail intéressante et convaincante. Des développements techniques comme le coussin d'air entre les parois pour l'isolation des bâtiments ont été appliqués. À l'origine, les toitures étaient couvertes de tuiles vernissées de couleur brune. La totalité a malheureusement été remplacée il y a quelques décennies par des tuiles en béton de couleur brun-noir. La maison de l'aumônier, par contre, quant à elle, est toujours couverte d'ardoise. Tout l'espace intérieur de l'église abbatiale est couvert par un très intéressant système de voûtement. Ces voûtes sont d'un type particulier appelé voûte plate ou voûte à la Roussillon. Le principal avantage de ce type de voûte est que le cintre n'est pas nécessaire en général, ce qui permet d'importantes économies. Les voûtes plates sont construites avec de fines briques posées à plat. C'est-à-dire réunies par leur côté droit. Les briques sont disposées en arc ou en anneau. Pendant la construction, la stabilité est obtenue grâce à l'adhérence du mortier qui est généralement composé de plâtre en raison du fait que sa prise est presque instantanée. L'entreprise de construction belge de Charles Dossin, qui a eu un brevet en 1907 pour la construction de voûtes à plat, introduisait des innovations avec l'utilisation de ces briques avec épaisseur de 4 à 4,5 cm et aux dimensions de 30 x 15 cm. Charles Dossin est décédé et c'est l'entreprise Le Joly de Tignol et Joly, qui a continué à utiliser son système. Et donc voici un prospectus de l'époque qui montre le produit dont je viens de vous parler. La nef de l'église donc est couverte par une voûte en berceau brisé à 6 pans. Chaque section a une double courbure qui donne plus de stabilité à sa voûte, tout en la rendant plus facile à construire. Dans chaque section se situe de part et d'autre une grande lunette. La croisée du transept est couverte par une voûte d'arête brisée. L'abside est de profondeur réduite et est couverte par une succession rapide de 4 sections de voûte en ogive de taille récessive et d'avant en arrière pour la création d'une perspective dynamique et graphique qui accentue la sensation de profondeur. Voici 2 photos prises de l'extrado des voûtes dans la charpente en béton. Alors, la terracotta architecturale est largement utilisée dans l'abbaye. Il s'agit de dalles d'argile particulièrement résistantes aux variations de température et aux atteintes physico-chimiques. Si la céramique architecturale décorative s'est imposée à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle dans le sillage de l'Art Nouveau, les modernistes, comme les architectes de l'école d'Amsterdam, ont réinventé son usage en l'intégrant au plus près de l'architecture. La terracotta architecturale collabore alors pleinement à la morphologie du bâti et des espaces. Elle peut être colorée, plus ou moins brillante, plus ou moins granuleuse. Elle devient, durant les années 1930, un matériau très prisé qui marque et singularise les surfaces. Elle distingue le portail d'entrée de la porterie, elle habille les surfaces de l'accueil, des parloirs, elle recouvre des maçonneries, elle se substitue parfois au mobilier traditionnel, socle, banquette, rampe. Elle recouvre dans l'église les bancs de communion et les accès à l'autel. Certains éléments sont privilégiés pour la charge qui leur est attribuée. Le bois, pour la chaleur du matériau, par exemple via l'utilisation du wenge dans le chœur des moniales, pour les stalles et les lambris, mais aussi pour les portes, ainsi que l'assemblage de différents bois pour le parquet à chevrons, le mobilier des parloirs et du quartier de l'abbesse. Le marbre noir aussi est utilisé pour les autels de l'église, le socle du tabernacle et les fontaines lavabos du cloître. Alors le wenge, c'est un bois
exotique, appelé aussi palissandre d'Afrique ou faux ébénier. C'est un arbre d'Afrique centrale, notamment de l'ouest du Congo. Le bois de teinte chocolat présente des striures prononcées claires et foncées, lui donnant un aspect flammé. La menuiserie de l'abbaye de Cordemais est essentiellement constituée de ce bois rare, à la veinure singulière et de tonalités sombres. Il sert principalement à lambrisser certains murs. Il est utilisé aussi pour du mobilier ou au dessin rectilinéaire et épuré. L'église abbatiale est un édifice de plan en croix latine établi au niveau supérieur de l'aile principale. L'autel est nettement surélevé, installé sur un haut socle de béton à 3 emmarchements situés à la croisée. Il domine le chœur démonial, le bras du transept et le chevet. La croisée du transept est couverte d'une remarquable croisée d'ogives à angle vif et voûtin profond. Pour rejoindre les bancs de communion, 3 volets d'escalier longent le socle de l'autel à l'avant et sur chacun des côtés. Les escaliers et les larges garde-corps sont maçonnés, leur volume est massif et compact. Ils sont recouverts de longs de terracotta noir avec des joints laissés au naturel. L'escalier de gauche, ici, se prolonge au sol pour constituer le banc de communion. Les parties hautes du volume sont blanchies. Les parties basses dans le chœur démonial sont lambrissées de wenge. Les stalles en double rang s'alignent de part et d'autre de la nef. Le sol est parqueté en chevron. Le travail des menuisiers est simple. Le mobilier d'une franche robustesse, le dessin purement rectilinéaire, l'exécution d'une grande netteté. L'abside à chevet plat est entièrement maçonnée, enduite et blanchie, percée par 5 baies de petite dimension, sous linteau en mitre, portant des vitraux de teinte rouge orangée sur laquelle se détachent les figures de la vision dite de Saint-Hermesinde. Voici des détails des vitraux de l'abside surmontée de la Vierge de Cordemais du Salve Regina. En contrebas de l'autel, le bras gauche du transept est dévolu à l'assistance. 3 lancettes à linteau en bâtière réunies en triplet constituent la verrière, seule source de lumière naturelle donnant directement sur l'autel. Ça, c'est la vue intérieure. Ça, c'est la vue du pignon extérieur. Et donc, vous voyez que ce triplet est au premier étage puisque les éléments du rez-de-chaussée sont principalement des lieux de travail. Ici, en l'occurrence, c'est plutôt le magasin de produits monastiques qui se trouve en dessous. Dans ce transept se trouve un chemin de croix. Sur les 3 murs, il fut peint à même le mur par l'artiste Irene van der Linden en 1935. L'abside est encadrée par 2 chapelles ornées de vitraux d'Eugène Jours. Donc voici les détails. Les vitraux dans les fenêtres hautes de la nef, uniquement côté façade, côté semois, avec une série de vitraux sous plomb de Florent Prosper Colpart, représentant des anges hyper stylisés. Voici un détail. On peut reconnaître un ange avec le visage en haut, avec une auréole et un semblant d'aile. Ensuite, on voit l'unique porte qui donne accès au monastère, qui est creusée dans un volume d'une travail saillante de la façade principale. Elle est aussi en bois de wenge et on y voit ici un détail du millésime de 1935, avec un détail dans chacune des portes de croix et vitraux. Un escalier à 2 volets et un repos mènent au hall du premier étage. Le garde-corps est maçonné et peint en blanc, avec main courante en dalles de céramique moulurée noire. Un ensemble de vitraux éclaire abondamment l'ensemble. Le hall ouvre d'une part à la gauche sur une Vierge à l'enfant de Louis Thomas et sur un couloir menant au hall de la clôture. Une peinture ici à fresque représentant la mort de la bienheureuse Adélaïde et donc est insérée au mur au premier étage du hall accessible à tous pour mener à l'église. On voit ici un exemple de porte en wenge. Voici ici la partie qui est la frontière entre ce qui est accessible à la communauté et ce qui est assez accessible aux laïcs. Vous voyez le marbre noir, vous voyez la peinture murale au fond. Vue du haut d'escalier, je vais aller un peu plus vite puisque j'ai
pris beaucoup plus de temps, désolé. Voici la vue du cloître vers ce vestibule d'accueil, les deux portes en wingé ouvertes. Dans le vestibule d'accueil, nous y voyons des vitraux qui sont uniquement peints, qui ne sont pas des mises en plomb, dont le cartonnier et le maître verrier sont inconnus et qui représentent de façon très stylisée le couronnement de la Vierge. Voici ce même hall vu d'une autre vue. Nous abordons enfin ici le couloir qui mène à l'église, sous une voûte d'ogive rythmée par de profondes voûtes transversales, parement en marbre noir. Il marque un axe vers l'accès à l'église. On y voit des peintures murales de Irene van der Linden à nouveau, mais de confection beaucoup plus récente des années 50, donc beaucoup moins expressionniste que ce que vous allez voir, et je n'ai plus le terme en tête. Des niches à couvrement polygonal. Voici l'ouverture vers l'église. Voici un détail. Voici un détail des peintures représentant le mystère de la Vierge. Un autre détail du couloir d'accès à l'église, avec, comme vous voyez, des petites niches recouvertes d'une voûte polylobée et d'étonnants sièges, de coups-sièges, comme ça, avec des baies géminées et des fenêtres mitrées, à linteaux mitrés. Voici l'arrêt du couloir, donc c'est une espèce de transept à la moitié de ce couloir. Voilà la galerie du cloître. Ici, un détail du cloître extérieur avec le miroir d'eau. Et le cloître alors principal que vous voyez ici. Avec ce chemin de croix toujours d'Irene van der Linden, 1935, assez expressionniste, dont vous allez voir quelques exemples. Toujours ces portes en wingé, avec une à gauche qui indique claustra, donc la porte qui mène à la clôture. Le couloir qui mène au jardin, où se trouve au fond une passerelle qui permet d'accéder aux terrains qui sont en contre-haut de l'abbaye. Un détail de cette porte vitrée avec les vitraux. Je passe très vite. Le lavatorium, le lavabo en marbre noir de facture plutôt art déco. Un exemple de la signature d'Irene van der Linden en 1935 qui a terminé son chemin de croix la veille de Pâques en 1935. Voici quelques exemplaires des stations très expressionnistes. Une crucifixion qui malheureusement a été abîmée il y a quelques années par un problème d'humidité, qui a été restaurée par une personne qui n'a pas malheureusement respecté, comme vous voyez, la tonalité des œuvres d'origine de Madame van der Linden. Un détail du cloître avec des vitraux. Le Golgotha, œuvre de Jacques de Géradon. Ici, Sainte Astrid. Pourquoi? Parce que ça a été inauguré par la reine Astrid. La salle du chapitre, l'aile de l'abbesse, un détail des portes, un détail d'une chambre des retraitants, vue sur l'hôtellerie, un détail de l'hôtellerie, et je vous passe rapidement quelques détails. Inauguration en 1935, des vues anciennes et une vue actuelle sur la vallée. Voilà, je suis désolé d'avoir été long, mais j'ai eu un problème technique, j'ai oublié mes lunettes, et donc je n'arrivais pas facilement à me raccrocher à mon texte en papier ici. Donc c'est une des raisons, entre autres. J'avais essayé de raboter le matin parce que je savais que je serais trop long, mais là, ça a rajouté une couche. Je ne terminerai pas sans avoir remercié au préalable ma collègue Anne-Françoise Pierrard, historienne de l'art de la direction de la zone centre, qui m'a permis de m'aider et qui m'a donné pas mal d'informations qui ont permis de rédiger cette présentation de façon beaucoup plus exhaustive et correcte. Merci à elle et merci à vous.